Nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. C'est le 3e épisode de notre série exceptionnelle sur les peuples autochtones confrontés au changement climatique. Après le Kenya et le Groenland, direction aujourd'hui l'hémisphère sud. On a tous encore en mémoire les images des méga-feux qui ont ravagé l'Australie ces dernières années. Les aborigènes, eux, maîtrisent depuis la nuit des temps la culture du feu pour entretenir leurs terres. Et ce savoir-faire ancestral intéresse les autorités australiennes pour prévenir ces catastrophes que le réchauffement climatique amplifie. Avec nous, James André. Bonjour James. Bonjour. Vous êtes allé tourner dans le nord de l'Australie, dans cette terre d'Arnhem. On en voit ici la carte. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit très précis pour ce reportage ? Alors on a choisi cet endroit parce qu'il s'agit réellement de la terre des aborigènes. C'est cette zone qui leur a été rétrocédée par le Land Act en 1976 et c'est donc là qu'ils sont installés et qu'ils pratiquent leur mode de vie traditionnel au plus proche de ce qu'il a pu être il y a des centaines d'années. C'est aussi l'écosystème le plus inflammable au monde. Alors pour se rendre en terre d'Arnhem, il faut des permis, il faut l'autorisation des chefs traditionnels, ce que nous avons pu obtenir. Et ensuite, on a le droit de s'y rendre. Il faut savoir que la densité de population y est infime, il n'y a que quelques habitants par hectare ou même par kilomètre carré et donc ce sont ces vastes étendues qu'ils arrivent à entretenir et où ils arrivent à éviter ces feux comme vous allez le voir. Alors on va découvrir votre reportage avec les aborigènes quand la forêt brûle, sujet tourné avec Ashraf Abid et puis on vous retrouve James juste après. Start off. Been burning for all my life since when I was a little boy. My name is Robert Jr. Redfoot. I'm one of the Jungai for this area. My mom gave me permission to come around and look after this area. We want the area to be healthy and strong. But now I know how to burn now. I got country and respect the area and burn like in right time, not late season. Like once when you burn late season, the fire gets really wild and hot. It'll burn the whole country. Four years back, it was really hot. That's when we had really hot fire. Like, been out firefighting for nearly a month. Look like a home for me right here, me and my girls. Like once when we get here, we see a lot of animals that always hang around here. And we want to keep them really strong and healthy, keep bringing them animals back like where they belong. Cette savane du nord de l'Australie est l'un des écosystèmes les plus inflammables au monde. Keep away from the fire because it's dangerous. En terre d'Arnhem, dans le nord de l'Australie, les aborigènes brûlent la brousse depuis des millénaires pour régénérer les sols et éviter les grands feux incontrôlables et destructeurs. Un risque décuplé avec le changement climatique. Junior récupère sa fille et part retrouver ses parents dans leur camp de Mount Cat. Dans la famille Redford, la culture du feu est transmise de génération en génération. Elles connaissent le feu. Parfois, je leur fais un grand bâton pour mettre le feu. Une torche de brousse. Oui, une torche de brousse. Elles adorent ça.
Surtout ma petite fille. Elle adore brûler et déplacer le feu toute la journée quand on sort camper. Nori, la mère de Junior, est la propriétaire coutumière de ce secteur. Cette terre est comme reliée à notre corps. Nous savons que cette terre est notre terre, que nous devons vivre dans notre pays, sur notre terre. Pour les aborigènes, le feu sert avant tout à attirer le gibier, kangourous et buffles, avec l'herbe fraîche qui pousse dans les cendres. Nous savons que notre feu est très important. Alors quand les rangers viennent nous demander la permission de s'occuper de la terre en la brûlant, nous leur accordons. Moi, en tant que propriétaire coutumière, et mon compagnon, en tant qu'ancien et Junkai, gardien de cette terre. Junior est l'un de ces rangers. Il travaille pour Mimal, une corporation aborigène qui entretient 18 500 km² de terre. Une surface équivalente aux 2/3 de la Belgique. La base des rangers est en ébullition. Les propriétaires coutumiers élus sont rassemblés en conseil d'administration. Dominique Nichols est le PDG, nommé par les aborigènes pour gérer Mimal. La corporation compte 90 salariés et se finance grâce à un mécanisme de vente de crédit carbone. À travers nos activités de gestion par le feu, nous évitons la majeure partie des grands incendies de fin de saison. Cela permet de réduire les émissions de CO2 de 250 à 300 000 tonnes chaque année et de générer des crédits carbone que nous revendons. Les revenus de ces ventes représentent 60% de notre budget. Grâce à cet argent, Mimal a pu moderniser les techniques ancestrales des aborigènes. Les zones brûlées sont désormais surveillées par satellite et cartographiées avec précision. Ici, en rouge, il y a les zones brûlées l'année dernière. En jaune, l'année précédente. On regarde dans quelle zone il serait bon de mettre le feu. Vanessa et Nikki préparent une mission aérienne. Pour atteindre les zones les plus reculées, les rangers utilisent l'hélicoptère. La canicule de l'été noir de 2019-2020 est dans tous les esprits. Les arbres étaient morts, les cours d'eau asséchés, les poissons mouraient. Il faisait vraiment très chaud. Des incendies démarraient tout seuls, un peu partout. L'intense vague de chaleur avait commencé ici, avant de déferler sur le reste de l'Australie, provoquant des méga-feux de brousse. Bilan, 186 millions d'hectares de forêts détruits, 34 morts et la perte estimée de plus de 3 milliards d'animaux. Le pays prend conscience des ravages causés par le changement climatique. Dans les années 80, tout allait bien. Il faisait frais, tout était vert, l'herbe était saine. Nous avions nos animaux, nous avions nos fruits. Je me promenais sur nos terres et je ramassais les fruits que je ramenais chez moi pour nourrir mes frères et sœurs. Maintenant, il n'y a plus rien. Dans le passé, les aborigènes vivaient dispersés dans ces immensités, brûlant la savane lors de leurs déplacements à pied. Au milieu du siècle dernier, ils se sont regroupés dans les villes et villages, délaissant la brousse. Depuis l'hélicoptère, Nikki va incendier les terres de son clan. Ce sont vos terres ici? C'est le pays de la famille de ma mère et d'autres membres du clan, pas juste le mien. Mais oui, je suis Junkai, un peu le policier de la famille. Mon job est de m'assurer que tout va bien sur nos terres. Nikki, est-ce que ce feu est réussi? Oui, c'est parfait. Avec l'hélico, pas besoin de marcher ou de conduire. C'est la connaissance intime de la zone qui permet aux aborigènes d'être efficaces. Il me pointe dans la bonne direction. On peut sortir de la trajectoire prévue si besoin. S'il voit des herbes à brûler à gauche ou à droite, on peut survoler ces zones
Ils me disent aussi où je ne dois pas voler parce qu'il peut y avoir des zones particulières où c'est défendu. La savane est parsemée de lieux sacrés pour les aborigènes. La plupart sont secrets. Certains abritent des peintures rupestres. Alfred est administrateur de Mimal et propriétaire coutumier de cette terre. Ces fresques ont été peintes par ses ancêtres. Ça, c'est mon grand-père. Et là, le père de ma tante. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'on campait ici. C'était un abri quand il pleuvait. Tout le massif rocheux est recouvert de peintures. Certaines s'effacent progressivement avec le temps et les intempéries. Je ne les vois plus, elles sont en train de disparaître. Au-delà des peintures, c'est surtout sa culture qu'Alfred a peur de voir disparaître. Les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent plus vraiment à la terre, au pays de leurs ancêtres. Ils sont trop concentrés sur leur téléphone portable, ils sont sur TikTok, sur toutes ces applis. Ça les éteint en fait, ils ne réfléchissent plus. Moi je me demande comment ces jeunes vont apprendre. Je ne sais pas. Ces terres n'ont été rétrocédées aux aborigènes qu'en 1976, par l'adoption du Land Rights Act. Quand Alfred était petit, les rangers blancs régnaient en maître ici. À l'époque, de toute façon, personne n'avait le droit de brûler quoi que ce soit. Il y avait un contremaître et il disait « Hé, arrêtez de mettre le feu là-haut, il y a le bétail !» Et puis après, c'est tout le pays qui brûlait. Voilà comment ça se passait. Aujourd'hui, deux grandes familles de la terre d'Arnhem se retrouvent. Les Redford de Mount Cat rendent visite aux Campions. Otto Campion est un expert du feu aborigène, reconnu dans toute l'Australie et au-delà. Il y a eu les grands feux dans le sud de l'Australie et maintenant, ils réfléchissent. Les scientifiques, les experts, les pompiers, ils viennent nous parler pour voir comment on peut travailler ensemble, retrouver ce savoir, créer un équilibre. Otto a été nommé docteur honoris causa par l'université de Darwin et donne des conférences partout dans le monde. Il dispense aussi son savoir aux enfants de la communauté. On brûle pour plusieurs raisons. On veut provoquer la repousse des plantes, comme celle-ci. C'est une pousse de canne à sucre. Smell him, and he wanna come back here. So watch him, but yo. Le soir venu, le feu se fait foyer. On se rassemble autour pour partager les histoires de cette terre, celle des Campions. When he's moving all that flame, him blame tongue. Some tree him been flowering, like mainly Karaka and Bunguru Ulipa. La température monte, ça se passe devant nous, là, tout de suite. Le changement climatique, c'est une alerte globale pour tout le monde. Aujourd'hui, nous, le peuple de la brousse, nous sommes inquiets. Longtemps ostracisés, les aborigènes sont désormais au cœur des efforts de l'Australie pour prévenir les méga-feux de forêt. Leur savoir millénaire pourrait se révéler crucial pour éviter les catastrophes, alors que les températures ne cessent de monter.
Et on se retrouve avec James André en plateau. James, on voit dans votre reportage ces aborigènes mettre le feu à la savane, puis laisser brûler sans surveillance. Ça paraît à la fois simple et extrêmement risqué, et pourtant ça fait partie d'une culture beaucoup plus complexe. Oui, absolument. C'est finalement ce que les aborigènes apportent à la table. Il y a évidemment une partie parfaitement, on va dire, scientifique qui est, on regarde le sens du vent, on regarde le type d'herbe, on sait qu'on n'a peut-être pas brûlé l'année dernière ou l'année d'avant. Ça, c'est la partie, on va dire, simple. Mais les aborigènes, pour eux, ils ont une approche réellement holistique de ces terres, c'est-à-dire qu'ils les lisent, ils les vivent, ils sont capables de voir tout un tas de choses qui relèvent, je dirais plus, de la croyance ou d'une forme de religion, et donc pour eux, ils ont ces songes, ces rêves, ces chansons qui se transmettent de génération en génération, et finalement c'est ça que, en tant que personne externe, quand vous les voyez faire, vous posez la question. Quand on envoie un enfant de 10 ans se balader avec des allumettes et mettre le feu à la campagne, c'est quand même assez choquant. Et pourtant, dans leur culture, eh bien, c'est normal. Et c'est ça, finalement, que les autorités australiennes, aujourd'hui, essayent de comprendre pour arriver à réduire les grands feux dans le reste du pays. Alors, vous avez pu, lors de ce reportage, discuter, parler aux chefs aborigènes. Comment perçoivent-ils le réchauffement climatique en Australie ? Alors c'est intéressant, ils disent qu'effectivement, il y a eu c'était un petit peu chaud, mais eux, ils s'inscrivent, on va dire, dans une autre temporalité, parce que c'est leur culture. Eux, ils voient ça, on va dire, sur une fresque orale de 60 000 ans. Donc c'est comme ça que vous avez un des chefs, Otto, qu'on voit dans le reportage, qui à un moment donné, je lui dis, alors le réchauffement climatique, vous le voyez ? Il me dit, bien sûr que je le vois, regardez derrière moi, dans cette colline, on a trouvé des fossiles marins. C'est bien la preuve que le climat change. Je dis, oui, mais je veux dire plus récemment. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils s'inscrivent dans une temporalité plus longue. Pour eux, ils ont des histoires dans leur culture où, par exemple, le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Il y avait des passerelles entre la côte et certaines îles. Il y avait des grandes modifications de la faune et de la flore. Et eux, quelque part, ils disent oui, effectivement, il se passe quelque chose en ce moment. Mais eux, ils l'inscrivent dans une dimension plus longue. Et ils ont effectivement une capacité à se dire eh bien, c'est pas grave, on va s'adapter. Il faut agir, mais on va s'adapter. Merci James. Voilà donc pour le 3e numéro de cette série. On ira au Panama la semaine prochaine pour conclure cette grande série sur les peuples autochtones confrontés au changement climatique. Merci James, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.